Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les transformations élémentaires sur les fonctions et leurs interprétations graphiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit de comprendre, lorsque on fait une petite opération simple sur une fonction, eh bien ce qui se passe, comment se traduit cette opération simple sur le graphe de cette fonction. Ce cours est en fait la première pierre posée à un édifice plus vaste qui est le développement d'une certaine capacité qui consiste à savoir tracer le graphe d'une fonction f assez rapidement à partir de l'expression explicite de cette fonction f. Quand je dis l'expression explicite d'une fonction, c'est tout simplement une formule qui donne en gros f de x en fonction de x. Alors pourquoi apprendre à faire ça? On pourrait dire que la motivation, c'est de remplacer la calculatrice en quelque sorte, étant donné que la calculatrice est interdite dans la plupart des écrits de concours. Donc pour obtenir une courbe, notamment d'une fonction, voilà, il faut savoir le faire soi-même. Mais c'est pas vraiment ça en fait. La motivation réelle de tout ça, c'est une motivation qui est beaucoup plus profonde et qui est que, en analyse, il est extrêmement important de savoir transformer un problème, une situation, en un schéma. Pas forcément un schéma précis, mais un schéma qui peut être qualitatif, mais qui rend compte du problème. Pour pouvoir ensuite réfléchir sur ce schéma. La différence entre quelqu'un qui a développé cette capacité en analyse et quelqu'un qui n'a pas développé cette capacité, c'est exactement la même que entre un randonneur qui a les yeux ouverts et un randonneur qui a les yeux fermés. C'est-à-dire que le randonneur qui a les yeux fermés, il a beau avoir des jambes très solides pour marcher, il ne voit pas du tout où aller pour atteindre son objectif. C'est pareil en analyse, il y a beaucoup de choses où en fait, avant même de tenter la moindre démonstration, il faut comprendre ce qui se passe et ça passe vraiment par un schéma. Pour développer cette capacité, il y a un peu deux choses. D'abord, il faut bien connaître les graphes des fonctions usuelles, exponentielle, logarithme, sinus, etc. Ça, on va en parler plus tard. Et puis, deuxièmement, il faut comprendre aussi comment fonctionnent les opérations élémentaires, algébriques ou pas forcément algébriques, sur les fonctions. Et donc, on va commencer dans ce cours. Alors pour fixer les choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un exemple, ici, une fonction f dont on connaît le graphe, peu importe quelle est l'expression de f, et ensuite cet exemple, on va l'utiliser dans toute la vidéo. La première transformation qu'on va voir, c'est la plus simple ici, c'est la transformation suivante. Au lieu de regarder la fonction f, on regarde la fonction qui, à t, associe f de t plus lambda, où lambda est une constante, lambda est juste un réel. C'est facile, en fait, pour passer du graphe de f, ici, la fonction initiale, au graphe de cette fameuse fonction, il suffit d'opérer une translation verticale de ce fameux lambda. Donc si lambda est positif, une translation vers le haut, et si lambda est négatif, une translation vers le bas. Alors, pourquoi ? En fait, si on décompose, ce qui se passe quand on prend un t, c'est que d'abord on lui applique f, puis ensuite on lui additionne lambda. Donc si jamais je prends par exemple un t qui est ici, d'abord je regarde f de t, ici f de t se lit sur l'axe des ordonnées à cet endroit-là, et ensuite je fais plus lambda. Donc j'arrive bien ici. Et cette opération géométrique, je la fais en tout t appartenant à l'ensemble de définitions. Ici, sur ce schéma-là, on s'est amusé à faire varier ce fameux lambda. Et sans surprise, on obtient des graphes translatés du graphe de f. Ici, lambda égale 2, lambda égale 1, lambda est égal à moins 3,5. Deuxième opération élémentaire, imaginons que je regarde la fonction suivante, la fonction qui a t associe f de t fois une constante lambda. À ce moment-là, la transformation géométrique qui permettra d'obtenir le graphe, c'est ce qu'on pourrait appeler une dilatation verticale de rapport lambda. Pourquoi? Regardez, ici sur le graphe de gauche, j'ai voulu représenter non pas f et la fonction 2 fois f. Ce qui se passe, c'est pareil, c'est que quand vous décomposez ce qui se passe, un t, d'abord vous lui appliquez f et ensuite vous le multipliez par 2. Donc si jamais par exemple je prends un t qui est ici, d'abord je regarde f de t et cette valeur sur l'axe des ordonnées, je la multiplie par 2 et j'arrive ici. Si jamais je prends ce t là, f de t est ici et 2 fois f de t est ici, 2 fois plus loin. On remarque que lorsque f de t vaut 0, lambda f de t vaut 0, lambda fois 0 pour n'importe quel lambda, donc les points qui sont ici ne bougeront jamais. Si on s'amuse à faire varier lambda, on obtient ce que j'ai représenté sur ce graphe-là. Voilà, ici vous avez 2 fois f.
ici vous avez f. Un cas particulier, c'est intéressant, c'est lambda égale à moins 1. La fonction moins f, en fait, c'est une fonction qui va être le symétrique du graphe de f par rapport à l'axe des abscisses. Troisième transformation, imaginons maintenant que je considère cette fonction, la fonction qui a t associe f de t plus a, où a est un réel fixé. Cette fonction, je vais l'appeler g, et la question qu'on se pose, c'est donc comment obtenir le graphe de g en fonction du graphe de f. On voit que cette situation n'a rien à voir avec les deux situations précédentes, puisque cette petite translation que je fais sur mon paramètre t, je la fais avant d'appliquer la fonction f. Donc ça change tout. Maintenant, si jamais vous posez la question à quelqu'un qui n'a jamais trop réfléchi à ça, de comment obtenir le graphe de g, il y a de grandes chances qu'ils vous disent qu'on l'obtient en faisant une translation horizontale de ce fameux réel petit a. Alors imaginons que petit a est positif, ça donnera donc une translation horizontale vers la droite. Eh ben non, c'est pas ça. En fait, c'est tout le contraire, c'est une translation horizontale de moins a. Et pour le comprendre, là, il faut vraiment réfléchir posément sur le dessin. Regardez, imaginons qu'on fixe un t, et qu'on cherche à voir sur le dessin où est g de t, pour placer donc le point de coordonnées t virgule g de t, qui sera donc un point du graphe de g. G de t, c'est bien f de quelque chose, mais pas f de t, c'est f de t plus a. Donc du coup, en fait, il faut aller chercher par une petite translation là de a, le nombre sur l'axe des abscisses qui est t plus a. Et du coup, f de t plus a, eh bien, on le lit ici. C'est donc cette valeur-là que je cherchais comme étant la valeur ici, g de t. Maintenant, que s'est-il passé géométriquement entre ce point et ce point? Eh bien, il s'est bien passé une translation dans ce sens, c'est-à-dire une translation de moins a. Maintenant, ce raisonnement, il est vrai pour n'importe quel t appartenant à l'ensemble de définitions de g. Donc, si jamais vous prenez des points ici et que vous leur faites faire des translations de a, eh bien, hop, ça va donner ça, et de manière générale, vous allez avoir le graphe de votre fonction g qui est ici en pointillé bleu, qui est un translaté vers la gauche de moins a à partir du graphe de f. Donc, voilà la réponse à la question, translation horizontale de moins a. Sur le graphe que j'ai mis ici, encore une fois, je me suis amusé à faire varier ce paramètre petit a. Et on voit bien que pour obtenir le graphe ici de la fonction qui a t associée f de t moins 1, eh bien on a fait une translation de plus 1. Alors que pour obtenir le graphe ici de la fonction qui a t associée f de t plus 2, on a fait une translation de moins 2. Autre remarque, étant donné que ici, je touche au paramètre t plus a avant d'appliquer la fonction f, l'ensemble de définition de cette nouvelle fonction qui a t associée f de t plus a n'est plus le même que l'ensemble de définition de f. On voit ici sur le schéma que cet ensemble de définition est lui-même translaté de moins a. On peut d'ailleurs le vérifier par une sorte de calcul lorsque l'ensemble de définition de la fonction f est un intervalle. Mettons que le nombre f de t soit défini si t est compris entre deux bornes, mettons qu'on va appeler petit m et grand M. Alors à ce moment-là, le nombre f de t plus a, il est défini si non pas t, mais t plus a est compris entre petit m et grand M. Et ça, en faisant moins a de part et d'autre dans cet encadrement, eh bien ça nous donne que t doit être compris entre petit m moins a et grand M moins a. Donc on voit bien ici, du coup, qu'on a bien décalé de moins a les bornes de l'intervalle de définition de la fonction. Quatrième transformation, imaginons ici qu'on regarde la fonction qui a t associe f de a fois t, où a est une constante, un réel non nul. Alors là, c'est pareil, en fait, étant donné que ça fait partie des transformations où on agit sur la variable avant d'appliquer f, il faut raisonner à l'envers. Vous voyez, ne croyez surtout pas que cette opération va opérer une dilatation horizontale de facteur a. Non, c'est pas ça. En fait, c'est le contraire. Elle va opérer une dilatation horizontale de facteur 1 sur a. Par exemple, ici, regardez, j'ai représenté le graphe de la fonction qui a t associe f de 2t. Il est ici, là, je suis en train de le repasser. Eh bien, il n'est pas du tout obtenu à partir du graphe de f en faisant une dilatation de rapport 2. Au contraire, il est obtenu en faisant une compression de rapport 2. De même, si maintenant je m'intéresse ici à la fonction qui a t associe f de 2 tiers de t, eh bien ici, étant donné que 2 tiers est strictement inférieur à 1, alors ça va bien être une dilatation. Une dilatation non pas de rapport 2 tiers, mais de rapport 3 demi. Ensuite, il y a aussi le cas où les a sont strictement négatifs.
Si jamais votre A est strictement négatif, alors en plus vous allez avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et le cas le plus important, c'est bien évidemment le cas où petit a vaut exactement moins 1. À ce moment-là, le graphe de la fonction qui a t associé f de moins t, vous l'obtenez très exactement par une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. D'ailleurs, cet aspect géométrique nous fait bien comprendre pourquoi les fonctions paires ont un graphe qui est symétrique par rapport à cet axe. C'est que les fonctions paires, c'est justement des fonctions où la fonction f d'une part et cette fonction-là qui a été associée f de moins t sont exactement les mêmes fonctions. Donc ça veut bien dire que le graphe de la fonction f est invariant par cette fameuse symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. En tout cas, voilà, si jamais on veut écrire une conclusion de quel est le graphe de la fonction qui a été associée f de a fois t, eh bien, c'est le graphe de f auquel on fait une dilatation horizontale de rapport 1 sur a. Il est temps de faire un petit exercice pour voir si vous suivez. Voilà une fonction f, la fonction qui a été associée moins 3 sur t plus 2. Essayez de prendre un coin de brouillon et en une minute de déterminer approximativement le graphe de cette fonction. Je prétends qu'en fait on peut obtenir le graphe de cette fonction à partir de la fonction de référence suivante, la fonction inverse. Mettez pause dans la vidéo et juste après je fais la correction. Alors voilà ce qu'il vaut, ce fameux graphe. C'est à peu près ça, avec ici une asymptote verticale qui n'est pas en 0 mais en moins 2. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour obtenir ce graphe? En fait, je l'ai fait en plusieurs étapes. D'abord, je suis parti du graphe de la fonction inverse. Voilà, la fonction qui a x associé 1 sur x. Et puis ensuite, j'ai changé ici ce qu'il y avait au dénominateur. Au lieu d'avoir x, je veux x plus 2. Là, j'agis sur la variable, donc je vais faire une translation horizontale de moins 2. Et ça me donne ça. C'est à ce moment-là qu'apparaît ma droite verticale en moins 2. Et enfin, ici, je vais agir sur le numérateur. En fait, au lieu qu'il y ait 1, je veux qu'il y ait moins 3. Donc, je fais donc une multiplication par moins 3. Je peux le voir comme deux multiplications. D'abord, la multiplication par 3, ce qui va faire une dilatation verticale fois 3 fois 3, comme ça. Et puis, deuxièmement, une multiplication par moins 1, ce qui va opérer ici une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Finalement, au lieu d'obtenir ça, je vais obtenir, hop, un graphe qui est comme ça, et j'ai obtenu l'allure de mon graphe. Nouvel exercice, essayez cette fois-ci de déterminer l'allure du graphe de cette fonction. Je prétends qu'en fait on peut la déduire à partir de cette fonction de référence, la fonction carré. Le voici. C'est une parabole, et on peut avoir quelques éléments de référence, notamment le fait qu'elle trouve son minimum en 1,5, et qu'en 1,5, elle vaut moins 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, on est parti du graphe de la fonction carré. Voilà, la fonction qui a x associé x2, on le connaît bien. Et ensuite, on en déduit le graphe de la fonction qui a x associé x moins 1 au carré moins 2. On voit ici que pour obtenir le graphe de cette fonction, il y a deux transformations élémentaires. Tout d'abord, une ici, qui va donner une translation horizontale de 1 vers la droite, et une ici, qui va donner une translation verticale de 2 vers le bas. Allons-y. Ça donne cette chose-là, et vous voyez le point qui était ici, c'est donc retrouvé ici. Et puis enfin, il y a le fait de remplacer ici x par 2x. Ça va donner une dilatation horizontale par rapport à cet axe-là, l'axe des ordonnées. Alors je dis dilatation, c'est plutôt ici une compression de rapport 2. Donc là, ça va compresser la courbe, c'est pour ça qu'on obtient cette allure-là. La valeur remarquable est ici. Elle n'est plus en 1, mais elle est en 1,5, puisqu'on a tout divisé par 2. En revanche, au niveau de ce qui se passe au niveau des ordonnées, c'est toujours la même chose. Cette valeur minimale vaut moins 2. Parlons maintenant de fonctions paires et de fonctions impaires, rapidement, hein, puisque là, ce sont des révisions. Alors, qu'est-ce qu'une fonction paire? Eh bien, c'est une fonction qui vérifie une relation de ce type. Pour tout x appartenant à son ensemble de définition D, f de moins x est égal à f de x. Et une fonction impaire, c'est une fonction qui vérifie que pour tout x appartenant à l'ensemble de définition D, f de moins x est égal à moins f de x. Attention, par contre, avant de pouvoir parler de fonction paire, encore faut-il que ce nombre-là, f de moins x, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, soit bien défini. Et pour cela, il est donc important que pour tout x appartenant à D, eh bien, le nombre moins x appartienne lui aussi à l'ensemble de définition de f. Dans ces cas-là,
on dit que l'ensemble de définition D est un ensemble qui est symétrique par rapport à 0. Et c'est ça qui motive la définition qui est écrite en premier ici. On dit qu'une partie A de R est symétrique par rapport à 0 lorsque pour tout élément x de A, l'opposé de x moins x appartient aussi à A. Voilà un exemple de partie, par exemple, qui est symétrique par rapport à 0. Si une fonction est définie sur un ensemble de ce type, alors ça a du sens de regarder si elle est paire ou impaire. Si elle n'est pas définie sur un ensemble de ce type, ça n'a tout simplement aucun sens. Du coup, ici, on dit qu'une fonction est paire si, premièrement, son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0, et si elle vérifie cette fameuse relation. Et puis, même chose pour les fonctions impaires. Alors, les interprétations graphiques, on les connaît. F est paire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à la droite, ici l'axe des ordonnées, c'est une symétrie axiale, et ensuite une fonction est impaire si et seulement si son graphe est symétrique par rapport à l'origine, ici c'est une symétrie centrale. Ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est ce qui se passe pour les fonctions qui admettent un axe de symétrie ou un centre de symétrie qui n'est pas très exactement l'axe des abscisses, ou alors qui n'est pas très exactement l'origine. Dans ces cas-là, on peut en fait caractériser cette symétrie à l'aide de la parité d'une fonction, mais pas de la fonction f en question. Vous voyez ici, le graphe de f est symétrique par rapport à la droite verticale d'équation x égale a, si et seulement si une fonction est paire, mais pas la fonction f. Pour obtenir une fonction paire, que faut-il faire? Eh bien en fait, il faut translater ici le graphe de f pour que cette droite que j'ai mise en rouge ici soit ramenée ici, soit l'axe des ordonnées. Or, pour faire une telle translation, il faut donc faire une translation horizontale de moins a, c'est-à-dire regarder la fonction qui a x associe f de x plus a. Donc, le graphe de f est symétrique par rapport à la droite verticale d'équation x égale a, si et seulement si cette fonction-là est paire. La translater. Ensuite, pour une fonction f qui admet un centre de symétrie qui n'est pas 0, mais qui est un autre point du plan oméga de coordonnées a, b, on voit que pour se ramener à une fonction impaire, il faut faire deux translations. Une translation ici horizontale qui va correspondre à prendre la fonction qui a x associe f de x plus a, et puis également une translation ici verticale de moins b, ce qui va nous amener à faire cette transformation-là. Si une fonction admet comme centre de symétrie le point oméga, si et seulement si cette fonction-là, translatée, est une fonction impaire. Ces caractérisations peuvent être utiles si par exemple vous avez à démontrer qu'une certaine fonction admet un axe de symétrie ou au contraire un centre de symétrie. Eh bien en fait vous pouvez pour le démontrer passer par ça. Ça revient à montrer que ces fonctions-là sont paires ou impaires, et pour le montrer, eh bien c'est un simple calcul, comme pour montrer que n'importe quelle fonction est paire ou impaire. Enfin, rappelons la définition de ce qu'est une fonction périodique. Soit f une fonction de d dans R, et t un nombre strictement positif. On dit que f est t périodique lorsque, premièrement, l'ensemble de définition d est tel que pour tout x appartenant à d, x plus t appartient aussi à D, donc on peut faire des translations à droite de grand T. Et si, deuxièmement, pour tout x appartenant à D, f de x plus t est égal à f de x. Lorsqu'une fonction est périodique, eh bien, son graphe est invariant par translation de t vers la gauche ou vers la droite, et c'est bien ce que signifie cette relation-là.